Bonjour, aujourd'hui la question est-ce que fantasmer, c'est tromper? Alors, cette vidéo, je vous la propose parce que c'est une question qui pose la question de la loyauté vis-à-vis du partenaire lorsque on passe par l'activité fantasmatique lors d'un rapport sexuel. C'est une question importante qui est souvent évoquée au cours des sexothérapies et qui suscite des réactions très très vives parce que cette question, elle vient nous chercher dans nos représentations concernant les attentes qu'on a à l'égard du couple, mais aussi les attentes que nous avons à l'égard de l'amour lui-même. Et puis en plus, ça vient nous interroger aussi sur ce qu'on attend de la sexualité. Ainsi, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'attachement, qui se situe donc au niveau des émotions, devrait suffire à nourrir l'excitation sexuelle qui se situe au niveau de la génitalité. Il y a de nombreuses personnes qui pensent que l'amour qu'elles portent à leur partenaire devrait tout à fait suffire pour que leur sexualité soit efficace en termes de désir et en termes d'excitation sexuelle et donc de plaisir à la sexualité. Il y a aussi de nombreuses personnes qui estiment qu'elles devraient être la source unique de l'excitation sexuelle de l'autre, de leur partenaire, au cours des activités érotiques partagées ensemble. D'un point de vue sexologique, mon métier n'étant bien sûr pas celui de moraliste ou de bien-pensance, d'un point de vue sexologique, l'imaginaire érotique est l'une des sources qui permet de déclencher l'excitation sexuelle et d'en favoriser l'élévation. Cette source est d'autant plus efficace que la réalité est marquée par la routine et la répétition. En effet, notre cerveau est un organe qui cherche des stimulations, des nouveautés. C'est ainsi, il est très curieux et il se lasse très rapidement. Donc, lorsqu'on est exposé à une répétition, à la répétition d'un même stimulus, en l'occurrence notre partenaire de jeu sexuel, en tout cas dans des situations de monogamie et d'exclusivité sexuelle, notre cerveau décroche peu à peu. Et ainsi, ce qui était très stimulant au début de la relation devient moins efficace, non pas en termes d'attachement, mais en termes d'excitation sexuelle. Rappelons-nous que nous avons une sexualité assez originale par rapport aux autres espèces, puisque nous ne nous contentons pas de partager des expériences sexuelles à des fins de reproduction, mais nous pouvons avoir une activité sexuelle en théorie tout au long de notre maturité sexuelle. De plus, nous attendons de notre sexualité qu'elle nous apporte du plaisir et pas seulement une progéniture. Ceci veut dire que notre sexualité a pu et a dû s'enrichir et se complexifier au gré du développement de notre espèce qui elle-même s'est complexifiée. Donc voici le tableau. Un stimulus répétitif devient de moins en moins efficace et naturellement, une recherche de compensation est nécessaire afin de se maintenir dans une zone où l'activité en question demeure suffisamment intéressante pour avoir envie de la répéter à une fréquence quelconque. Il se trouve que notre cerveau, qui vit mal la répétition, a par ailleurs une très grande capacité d'extrapolation, d'imagination, de création qui est quasi inépuisable. Il est l'outil qui permet de s'évader du réel lorsque celui-ci est douloureux ou simplement lorsqu'il est ennuyeux. Il est l'organe qui permet d'augmenter le vécu, d'amener du surplus à ce qui est. Bref, le cerveau peut être une source très efficace d'enrichissement de l'expérience au point où il nous embarque dans un vécu d'une intensité que la seule réalité ne permettrait pas. On vivait cela dès l'enfance lorsqu'on se racontait qu'on était des cow-boys ou des astronautes, rappelez-vous. Donc, pour revenir à la question de l'activité sexuelle, l'excitation n'est pas qu'une affaire de stimulation sensorielle, mais elle peut aussi être enrichie d'une stimulation fantasmatique, c'est-à-dire un imaginaire érotique qui peut venir donner de l'ampleur, compléter ou carrément réparer les stimulations réelles en donnant à l'expérience vécue un écho de majoration, c'est-à-dire plus d'excitation.
Ainsi, fantasmer peut s'avérer être très efficace pour que l'expérience issue du réel soit encore plus intense, afin d'aboutir à une excitation maximale. C'est très important de ne pas enfermer certaines de nos aptitudes et compétences dans des carcans de notre pensée sans avoir pris le temps de comprendre et d'interroger les tenants et aboutissants. Une expérience sexuelle est certes un partage, mais c'est aussi une expérience individuelle au cœur d'une expérience relationnelle. Aussi, il me semble que s'autoriser à fantasmer, à lâcher prise par rapport aux conventions du réel, de notre conditionnement quotidien, c'est d'une part s'autoriser à être libre tout en se sentant en pleine sécurité dans un contexte très rassurant, puisque c'est de l'imaginaire et non du réel. Et d'autre part, c'est se donner les moyens de vivre la sexualité dans la joie d'être soi et au-delà de soi, tout en partageant avec l'autre. Il n'y a pas, me semble-t-il, de hiérarchie à faire entre les différentes sources d'excitation sexuelle. Elles se sont mises en place au fil de notre évolution et nous aurions tort, à cause de principes moraux ou affectifs, de ne pas les envisager toutes sous l'angle d'un enrichissement dont on peut bénéficier. Développer son imaginaire sexuel ressort d'un apprentissage. L'utiliser comme une source de renforcement de l'excitation sexuelle est une richesse qui peut tout à fait trouver sa place dans une sexualité saine et heureuse et dans une relation d'attachement très équilibrée. Donc, que ce soit clair, fantasmer n'est pas tromper, ou alors fantasmer, c'est tromper son cerveau et non son partenaire de jeu sexuel. Fantasmer, c'est utiliser une très belle compétence, l'imaginaire, au service d'une ambition d'excitation sexuelle pour que l'activité sexuelle aboutisse éventuellement à l'orgasme. Je dis bien éventuellement. Dans une cheminée, on peut mettre des bûches de chêne, des bûches de hêtre et même des bûches de charme. Et une fois exposées à la chaleur du feu, on ne fait pas la comptabilité de savoir qui a chauffé quoi. On profite de cette belle et lumineuse chaleur et dans l'aboutissement d'une activité sexuelle, il devrait en être de même. Qu'elle soit partagée ou non, cette activité sexuelle est le résultat de tout un enchaînement de sources d'excitation sexuelle qui participent au feu d'artifice. Par contre, partager le contenu de cet imaginaire érotique avec l'autre peut s'avérer très dangereux pour le bien-être de la relation, pour le bien-être de l'autre, et il n'est pas toujours possible, émotionnellement parlant, de ne pas se sentir blessé par les créations fantasmatiques de la personne qu'on aimerait combler tout à fait. L'amour rend un peu mégalo, c'est-à-dire qu'on voudrait être tout pour l'autre, par peur sans doute de ne pas être tout à fait suffisant. Alors attention à ne pas poser des questions dont vous ne pourriez pas souffrir les réponses. Demander quelle est la nature ou la composition du fantasme est une question à double tranchant. Voilà, donc pour conclure, mettre ces fantasmes en œuvre, eh bien, c'est perdre en efficacité, puisque ces fantasmes-là s'inscrivent désormais dans le réel, et donc ils n'ont plus leur utilité fantasmatique. Notamment, eh bien là, il faut en créer d'autres, il faut renouveler le stock. Voilà, j'espère que ce débat autour de la place de la vie fantasmatique dans la relation sexuelle et dans la relation d'attachement vous aura aidé à cheminer, c'est le cas de le dire, et à envisager les choses de façon un peu plus ouverte et un peu moins dramatisée. Je vous dis à bientôt et surtout au plaisir.